Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville comme un voile gris humide, transformant les trottoirs en miroirs ternes et les néons en fantômes colorés. Les passants pressés se hâtaient sous leurs parapluies, inconscients des drames invisibles qui se jouaient à quelques mètres d'eux. Sur un banc du square Saint-Antoine, Jules Martel, un homme dans la soixantaine, impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, fixait son téléphone avec une concentration presque religieuse. Chaque vibration et chaque notification semblait rythmer sa vie, réunions, contrats, décisions financières. Millionnaire, homme influent et habitué à contrôler son environnement, il ignorait le monde qui se déroulait autour de lui jusqu'à ce qu'un mouvement attire son attention. À 2 mètres de lui, assis dans l'ombre d'un arbre tordu et trempé par la pluie, un homme à l'apparence misérable observait chaque geste de Jules. Matteo. Son nom n'était connu que des habitués du square. Ses vêtements étaient en lambeaux, sa couverture sale, et son sac de fortune à ses pieds. Mais derrière son apparence fragile, ses yeux clairs scrutaient avec la précision d'un militaire et la patience d'un sage. Ce regard n'était pas seulement celui d'un sans-abri, c'était celui d'un homme qui avait survécu aux épreuves les plus dures et qui connaissait la valeur d'un instant. Quand Jules fit un pas pour s'asseoir sur le banc, Matteo se leva d'un mouvement fluide, surprenant par sa vivacité malgré sa maigreur. Sa voix, ferme et calme, fendit le bruit de la pluie. « Ne t'assieds pas. Sinon tu mourras. » Jules rit d'abord. Un rire hautain, méprisant presque. Les sans-abri étaient connus pour leurs exagérations et leurs superstitions, après tout. Pourtant, quelque chose dans le ton, dans le regard de Matteo, arrêta le rire dans sa gorge. Il y avait une certitude absolue, une force tranquille qui rendait ces mots plus qu'une simple alerte, une prophétie silencieuse. Le millionnaire haussa les épaules et s'assit malgré tout, convaincu qu'il s'agissait d'une excentricité amusante. Mais à peine le poids de son corps retomba sur le banc qu'un souffle chaud et une odeur étrange s'élevèrent d'une fissure cachée sous l'assise. Une explosion sourde, un léger sifflement et une panique électrique traversèrent l'air. Jules eut juste le temps de sentir le banc céder sous lui avant que Matteo ne bondisse et ne le pousse violemment sur le côté, le sauvant d'une mort certaine. La pluie continua de tomber, lavant le square, mais laissant derrière elle une scène étrange, le millionnaire haletant, trempé et choqué, et le sans-abri, immobile, presque impassible, comme s'il n'avait fait que ce qu'il devait faire depuis toujours. Ce soir-là, dans cette ville bruissante et aveugle, un sans-abri avait sauvé un homme riche, et personne ne savait encore que cet acte allait bouleverser leur destin à tous les deux et déclencher une chaîne d'événements où argent, pouvoir et humanité se mêleraient dans une danse incertaine. La pluie tombait toujours, fine mais insistante. Jules Martel était assis par terre, le dos contre l'herbe détrempée, le costume ruiné. Son cœur battait à tout rompre, et chaque respiration lui semblait lourde. Matteo se tenait à côté de lui, immobile, l'air impassible, observant le banc comme si c'était un piège mortel à déchiffrer. « Quoi » balbutia Jules, les yeux écarquillés. C'était censé être quoi ? Un piège, répondit Matteo simplement. Son regard ne quittait pas le banc. Ils ne veulent pas que tu t'assoies. Jules recula d'un mouvement précipité. Il regarda autour de lui, le square semblait vide, mais une sensation glaciale lui monta à la gorge. Qui ferait ça ? Des gens qui ne veulent pas que tu marches sur leur chemin, dit Matteo en frottant ses mains pour les réchauffer. Ce n'est pas toi qu'ils cherchent. C'est ce que tu représentes. Jules se redressa difficilement. Ses mains tremblaient, mais sa fierté refusa de céder. Et vous êtes quoi, exactement ? Un prophète ? Un fou ? Je suis celui qui sait, coupa Matteo, sec. Et tu n'as pas écouté. Jules ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le choc et la peur s'entremêlaient dans son esprit, le laissant incapable de raisonner normalement. La pluie dégoulinait sur son visage, et il sentit pour la première fois combien la vie pouvait être fragile, même pour quelqu'un comme lui. Tu aurais pu mourir, dit Matteo, sa voix basse mais ferme. Pas parce que tu es millionnaire. Pas parce que tu es influ. Mais parce que tu ne regardes jamais vraiment. Jules fixa Matteo. Il y avait dans ce visage, pourtant marqué par la misère,
une autorité que personne ne lui avait jamais imposée. Une maîtrise de soi qui intimide plus que n'importe quel avocat ou banquier. Pourquoi moi? Finit-il par demander, la voix tremblante. Matteo haussa les épaules. Parce que tu étais au mauvais endroit au mauvais moment. Mais maintenant, tu es là. Et tu as une dette. Jules pâlit. Une dette? Je ne vous dois rien. Tu crois ça, mais la vie te rappellera que certaines dettes ne s'achètent pas avec de l'argent, dit Matteo en glissant ses doigts dans la poche de son manteau pour en sortir un carnet froissé. Certaines dettes se remboursent seulement par l'action. Un silence pesant s'installa. La pluie tombait toujours, rythmée, comme pour ponctuer leurs paroles. Jules comprit que ce n'était pas une simple rencontre, c'était un point de bascule. Sa vie venait de changer, et il le savait, même s'il ne comprenait pas encore comment. « Venez, dit Matteo, en tendant la main. Il y a quelqu'un que nous devons retrouver. » Jules hésita. Puis, malgré son cœur encore battant de peur, il attrapa la main du sans-abri. Une alliance improbable venait de naître sous la pluie. Une alliance qui allait bouleverser leur destin à tous les deux. Et au-dessus d'eux, le banc piégé semblait attendre patiemment la prochaine victime. Le lendemain matin, la ville semblait ignorer ce qui s'était passé la veille. Les trottoirs étaient encore mouillés, les cafés ouvraient lentement, et les journaux tapaient à la machine les premières lignes d'une histoire que beaucoup jugeaient incroyable, un sans-abri sauve un millionnaire d'un piège mortel. Jules Martel, encore sous le choc, était assis dans son bureau, entouré de ses assistants et de ses avocats. Son téléphone ne cessait de vibrer, les notifications s'accumulant. « Monsieur Martel, » dit son assistant avec hésitation, « les médias commencent à vouloir vous interviewer. » Et, le sans-abri a déjà reçu des offres pour parler à la presse. Jules leva la main, exaspéré. « Pas maintenant. Nous devons comprendre ce qui s'est passé avant de faire quoi que ce soit de public. » Ses avocats hochèrent la tête, mais un détail le fit frissonner, un petit rapport de sécurité avait été glissé sous la porte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Jules. « Une analyse préliminaire » répondit l'un d'eux. Il semble que le banc était équipé d'un dispositif artisanal explosif. Probablement un gaz paralysant ou un produit chimique, mais sophistiqué. Pas un accident. Jules pâlit. Qui voudrait me tuer? Nous allons enquêter, dit l'avocat principal. Mais selon nos premières recherches, cela pourrait être lié à vos affaires récentes. Certains investisseurs mécontents, partenaires frustrés, ou même des rivaux plus agressifs. Pendant ce temps, Matteo, toujours sous sa couverture trempée, marchait dans les rues en silence. Il savait que la pluie ne suffirait pas à laver ce qui se tramait. Dans son carnet froissé, il griffonnait des noms, des dates, des adresses. Ses yeux clairs scrutaient chaque détail, comme s'il voyait les fils invisibles qui reliaient les événements. Plus tard dans la journée, Jules décida qu'il devait rencontrer celui qui l'avait sauvé. Il insista auprès de ses assistants pour organiser un rendez-vous immédiat. Matteo arriva au bureau, trempé mais calme, et fut conduit dans un salon privé. « Merci d'avoir sauvé ma vie, » dit Jules, la voix encore tremblante. « Je n'ai jamais pensé qu'un sans-abri pourrait vous sauver, » coupa Matteo, sec. « Je ne cherche pas de remerciements. Je cherche des réponses. » « Des réponses » demanda Jules, intrigué et confus. « Oui. Qui vous a piégé? Et pourquoi? » « Je sais que ce n'est pas un hasard, » dit Matteo en posant son carnet sur la table. « J'ai mes raisons de croire que cela concerne plus que vous. » Jules fronça les sourcils. « Et, vous voulez que je fasse quoi? » « Nous devons enquêter ensemble. Il y a des gens qui profitent de l'anonymat pour manipuler les vies. Vous êtes une cible parce que vous êtes, vous. Et je veux retrouver ceux qui sont responsables. » Un silence pesant tomba dans la pièce. Jules sentit pour la première fois qu'il n'était pas maître de la situation. La peur et la fascination se mêlaient, un millionnaire, puissant et influent, dépendait désormais d'un sans-abri pour comprendre une conspiration qui pourrait le tuer. « Très bien, » murmura Jules enfin. « Montrez-moi ce que vous savez. » Matteo sourit, à peine perceptible. « Alors commençons. Mais sachez ceci, chaque pas que nous ferons dévoilera plus que ce que vous êtes prêt à voir. » Et ainsi, leur enquête commença.
Deux mondes différents, celui du pouvoir et celui de la survie, se rejoignaient dans une alliance improbable, mais nécessaire. Et dans l'ombre, celui qui avait tendu le piège les observait déjà, certain que sa proie ne se relèverait jamais. Le lendemain matin, Jules Martel et Matteo se retrouvèrent dans un café discret du centre-ville. La pluie avait cessé, mais les trottoirs restaient luisants et glissants. La lumière froide des néons persistait dans les vitrines, donnant au décor un air presque irréel. « Alors, » dit Jules en posant son café devant lui, « je veux tout savoir. Qui aurait pu faire ça? Pourquoi? Et surtout, comment vous saviez que j'étais en danger? » Matteo prit une gorgée de son thé bouillant, observa les passants à travers la vitre et répondit calmement. « Je ne sais pas tout. Mais j'ai mes sources. Et je sais lire la ville. Il y a des regards qui trahissent l'intention. Le banc n'était pas un hasard. Ce genre de dispositif demande du temps, de la précision. Quelqu'un voulait vous tuer en vous faisant croire à un accident. » Jules fronça les sourcils. « Et vous pensez que ça vient de mes affaires? De mes rivaux? » « Probablement, » répondit Matteo. « Mais pas n'importe lesquels. Quelqu'un qui vous connaît assez pour savoir où vous vous asseyez, quand vous venez ici, et qui sait manipuler la peur. » Jules se passa la main dans les cheveux, crispé. « Alors il faut trouver des indices. Maintenant. » Matteo sortit son carnet froissé et le posa sur la table. Il montra une série de noms et de numéros, écrits dans une écriture serrée. « Voici les premiers noms. Des intermédiaires que j'ai repérés dans des transactions douteuses, des menaces anonymes. Ils ne font que suivre les ordres. Pour trouver le cerveau, il faudra remonter la chaîne. » Jules lut silencieusement, conscient que chacun de ces noms pouvait être dangereux. « Et comment vous les avez trouvés ?» demanda-t-il. « Par observation, par patience, et par un peu de chance. » « Mais la chance, » murmura Matteo, « n'est jamais suffisante. Il faut agir vite. » À ce moment, un serveur fit tomber une tasse. Le bruit sec fit sursauter Jules. Matteo plissa les yeux. « On n'est jamais vraiment seul, » dit-il. « Quelqu'un nous suit. » Jules se leva précipitamment, son instinct de millionnaire habitué aux menaces financières se mêlant à une peur instinctive. Matteo fit signe de rester calme. « On va vérifier, » dit Matteo en glissant son manteau sur ses épaules. « Suivez-moi. » Ils quittèrent le café par une porte arrière et descendirent dans une ruelle adjacente. Matteo regarda autour de lui, aucun signe de mouvement suspect, mais son intuition lui disait le contraire. « Vous voyez ? » murmura-t-il. « Ces gens sont prudents, mais pas infaillibles. Ils pensent que la peur suffit à contrôler, mais la vigilance peut renverser la situation. » À peine avait-il fait quelques pas que Jules sentit un souffle derrière lui. Une silhouette s'éclipsa au coin de la ruelle. Jules tendit la main, mais Matteo l'arrêta. « Pas de précipitation. On va les laisser s'exposer. La prochaine erreur sera la leur. » Quelques minutes plus tard, une caméra miniature, fixée à un poteau, clignota brièvement. Matteo haussa un sourcil. « Voilà notre premier vrai indice. Suivez-moi. » Ils remontèrent la ruelle, et Matteo sortit un petit appareil de sa poche, capable de localiser les caméras cachées et les dispositifs de surveillance. Les données qu'ils collectèrent révélèrent une chose troublante, quelqu'un observait Jules depuis des semaines. « On commence à comprendre l'ampleur, » murmura Matteo. Ce n'était pas une attaque isolée. Quelqu'un prépare quelque chose de plus grand. Jules sentit la panique monter, mais il se força à respirer. Pour la première fois, il comprit que sa vie et celle de Matteo étaient liées. Que leur survie dépendait de leur capacité à déchiffrer un réseau d'ombres qui avait voulu les tuer. « Alors, » dit Jules, « quel est le prochain pas ? » « On remonte la chaîne, » répondit Matteo. « Et chaque nom, chaque trace, nous rapprochera du cerveau. Mais il faudra être plus rapide que lui, ou nous serons les prochains. » Le silence retomba sur la ruelle. La ville continuait de vivre autour d'eux, inconsciente du danger imminent. Mais pour Jules et Matteo, une seule certitude subsistait, le piège ne s'arrêtait pas au banc. Il ne faisait que commencer. Les jours suivants, Jules Martel et Matteo plongèrent dans une enquête clandestine. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque regard semblait receler un indice. Le millionnaire,
habitué à manipuler des entreprises et des contrats, découvrit avec surprise que sa richesse et son influence ne suffisaient pas à tout contrôler. Matteo, lui, avançait comme un maître d'échecs invisible, anticipant les mouvements des ennemis avant même qu'ils ne soient faits. Un soir, ils se retrouvèrent dans un entrepôt abandonné à l'extérieur de la ville. Matteo avait repéré une réunion suspecte entre les intermédiaires figurant dans son carnet. « Reste derrière moi », murmura Matteo, sa main effleurant la poche de son manteau où il gardait un petit couteau et un dispositif pour brouiller les communications. Jules hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Ce monde de clandestinité et de danger était loin de ses bureaux luxueux et de ses contrats en millions. À travers une fissure dans le mur de l'entrepôt, ils virent plusieurs hommes discuter autour d'une table, des documents étalés devant eux. L'un d'eux, un grand homme à l'allure nerveuse, semblait donner les ordres. Matteo chuchota. C'est lui. Le cerveau derrière le piège. Pas celui qui a construit le banc, mais celui qui l'a commandé. Jules sentit une sueur froide lui parcourir le dos. Et que fait-on maintenant? On observe. On apprend. Et surtout, on ne se fait pas remarquer. Mais l'observation ne dura pas. Un craquement sous la porte métallique fit lever les yeux des conspirateurs. L'un d'eux murmura quelque chose, et instantanément, tous se dirigèrent vers la source du bruit. « Courez !» cria Matteo, tirant Jules dans l'ombre d'un conteneur. Ils se glissèrent dans l'obscurité, haletant, tandis que des voix s'élevaient derrière eux, furieuses. Jules réalisa qu'il n'avait jamais été poursuivi de cette façon. Chaque muscle de son corps se tendait, chaque respiration était un combat. « Vous m'avez sauvé la vie une fois, mais là, dit-il entre deux souffles, j'ai l'impression qu'on est en train de jouer avec la mort pour de vrai. » Exactement, répondit Matteo. Mais regarde bien, ce n'est pas la peur qui nous tue, c'est l'ignorance. Et nous savons maintenant qu'ils ne veulent pas seulement vous éliminer, ils veulent contrôler ce que vous faites, manipuler vos décisions, et peut-être même vous ruiner. Ils atteignirent enfin une ruelle adjacente et s'arrêtèrent derrière un camion garé. Jules, encore sous le choc, demanda. Et maintenant? Maintenant, on remonte la piste jusqu'au sommet. Mais il faudra être plus rapide et plus malin que lui. Chaque erreur pourrait être fatale. Matteo sortit une enveloppe tachée de pluie de sa poche et la tendit à Jules. À l'intérieur, des photos et des documents volés montraient les transactions de l'homme derrière le piège, compte offshore, rendez-vous secret, communication cryptée. C'est là que tout commence, murmura Matteo. Pour trouver le cerveau, il faut comprendre ses mouvements, ses relations, et surtout ses faiblesses. Jules, en feuilletant les documents, sentit une détermination nouvelle s'installer, il ne se laisserait plus jamais manipuler. La peur avait été un avertissement, mais maintenant, la colère et la stratégie prenaient le relais. Alors, dit-il enfin, traçons sa route. Et qu'il sache que cette fois, il n'est plus seul contre moi. La pluie s'était arrêtée, mais la nuit semblait plus sombre que jamais. Et dans les ombres, quelqu'un les observait déjà, préparant sa prochaine attaque. Le matin suivant, Jules et Matteo se retrouvèrent dans le bureau privé de Jules, entourés par les documents et photos collectés la veille. La lumière du soleil filtrait à peine à travers les stores, et l'air chargé de tension rendait chaque respiration lourde. « Regardez ceci », dit Matteo en étalant une série de photos sur le bureau. Ce n'est pas seulement un hasard. Le piège du banc est relié à R. Gérard. Jules fronce les sourcils. R. Gérard, le type que j'ai ruiné lors de la fusion l'an dernier? Celui qui a perdu des millions et qui n'a jamais digéré l'humiliation? Exactement. Et il n'a pas oublié. Chaque pas, chaque mouvement de sa vengeance a été planifié depuis des mois. Le banc, les dispositifs, tout cela, c'était juste pour tester votre vigilance et votre réaction. Jules serra les poings. La colère monta en lui, mêlée à la peur. Ce type est prêt à me tuer pour de l'argent? Pour de l'orgueil? Pour le contrôle, corrigea Matteo. Les hommes comme lui ne tuent pas seulement pour la rancune. Ils veulent prouver qu'ils peuvent manipuler la vie des autres. Et vous, vous étiez sa cible parfaite. Jules se leva et fit les 100 pas. Et comment sait-il que je vais réagir? Que je vais enquêter? Que je vais survivre? Parce que vous avez toujours été prévisible,
répondit Matteo. Vous gérez votre vie comme vos affaires, avec calcul, mais sans considérer les imprévus. Je suis l'imprévu. Un silence tomba, seulement troublé par le bruit des voitures dans la rue. Puis Jules, d'un geste rapide, attrapa son téléphone. Il faut qu'on le trouve. Et vite. Je ne veux plus attendre qu'il frappe à nouveau. Matteo hocha la tête et sortit une petite carte avec des adresses marquées. Voici les endroits où il pourrait frapper ensuite. Des bureaux, des entrepôts, des lieux qu'il contrôle via des intermédiaires. Mais il faut être prudent. Ce type est rusé et violent. Et si je ne tiens pas le rythme ? Murmura Jules, presque à lui-même. Alors vous mourrez, dit Matteo d'une voix glaciale. Mais vous ne mourrez pas aujourd'hui, précisa-t-il, en posant une main ferme sur l'épaule de Jules. Parce que cette fois, vous avez quelqu'un qui vous regarde dans les yeux. La détermination de Jules se solidifia. Il n'était plus seulement un homme sauvé. Il était un homme qui allait riposter, comprendre les forces qui le menaçaient et reprendre le contrôle. Matteo lui tendit le carnet. Chaque détail compte. Chaque nom, chaque mouvement, chaque décision. Si nous réussissons, vous survivrez. Et peut-être que vous apprendrez quelque chose d'important, certaines vies ne s'achètent pas avec de l'argent. Jules hocha la tête, serrant le carnet contre lui. Pour la première fois, il sentait qu'il n'était pas seul. Et dans l'ombre de son bureau, l'ombre de R. Gérard planait déjà, préparant sa prochaine attaque. Alors commençons, dit Jules. Et que personne, absolument personne, ne nous prenne de court cette fois. La nuit était tombée sur la ville, et les rues brillantes de pluie semblaient plus sombres que jamais. Jules et Matteo avaient suivi la piste d'un complice de R. Gérard jusqu'à un petit entrepôt désaffecté à la périphérie de la ville. Les néons clignotants des alentours faisaient vaciller les ombres, créant une atmosphère de suspicion et de danger. « Restez derrière moi », murmura Matteo, les yeux scrutant chaque mouvement. On ne sait jamais ce qu'ils peuvent avoir préparé. Jules, malgré son costume désormais taché et froissé, suivait, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas lui rappelait la fragilité de sa vie, chaque respiration le faisait se sentir vivant et vulnérable à la fois. À l'intérieur de l'entrepôt, un groupe d'hommes manipulait des documents et discutait à voix basse. Matteo glissa silencieusement derrière eux, tirant Jules à l'ombre d'un conteneur. « C'est lui », murmura Matteo en désignant un grand homme au visage dur, celui qui semblait commander les autres. « Et maintenant ?» demanda Jules, sa voix trahissant un mélange de peur et de détermination. « On va les surprendre », répondit Matteo. « Mais pas de violence inutile, pour l'instant. » Matteo sortit un petit appareil de sa poche, capable de brouiller les communications et d'enregistrer les conversations. Ils avancèrent silencieusement et se cachèrent derrière des palettes de bois. Les hommes parlaient, et à mesure que les mots flottaient dans l'air humide, Jules sentit son sang se glacer. « J'ai vérifié, le millionnaire est toujours vulnérable, » dit l'un. « Il se doute de rien, » répondit l'autre. « La prochaine étape va le surprendre. » Jules comprit immédiatement qu'il planifiait autre chose, un piège encore plus élaboré que celui du banc. « On doit agir maintenant, » dit Matteo. « Écoute et retiens. Chaque détail peut nous sauver la vie. » Ils restèrent un moment à écouter, notant les adresses et les noms mentionnés. Puis Matteo fit un signe à Jules. « On sort d'ici avant qu'il ne nous remarque. » Mais au moment où il tournait pour partir, un plancher craqua sous le pied de Jules. Instantanément, les hommes se retournèrent, armes à la main. « Qui est là ?» cria le chef. Matteo attrapa Jules et le plaqua contre le mur d'une palette. Des balles sifflèrent au-dessus de leur tête. Jules sentit la peur glaciale de la mort à quelques centimètres, mais Matteo gardait un calme presque surnaturel. « Par ici !» chuchota Matteo, tirant Jules vers une sortie latérale. Ils s'élancèrent dans l'obscurité, la pluie commençant à tomber à nouveau. Derrière eux, des voix hurlantes résonnaient dans l'entrepôt. Les hommes avaient été pris de court, mais ils ne renonceraient pas. C'était trop près, murmura Jules, haletant. Trop près pour certains, dit Matteo. Mais nous avons ce que nous sommes venus chercher, nom, adresse, preuve. Et cela, mon ami, vaut plus que tout l'argent du monde. Ils se réfugièrent dans une ruelle voisine,
essoufflé mais vivant. Jules regarda Matteo, réalisant que cet homme, en apparence simple et fragile, possédait une maîtrise et un courage qui dépassaient tout ce qu'il avait jamais connu. On a notre prochaine étape, dit Matteo. Maintenant, on remonte jusqu'au cerveau. Et cette fois, il saura que nous ne sommes pas des proies. La pluie tombait sur eux, mais pour Jules, le frisson de la peur laissait place à une détermination nouvelle, il ne serait plus jamais vulnérable face à l'ombre de l'air. Gérard. Les jours suivants, Jules et Matteo travaillaient sans relâche, examinant chaque document, chaque photo et chaque transaction en lien avec R. Gérard. Les preuves accumulées formaient un réseau complexe de complices, de faux contrats et de comptes secrets. Mais malgré tout, le cerveau derrière le piège restait insaisissable. Il est intelligent, murmura Jules en observant une série de transactions cryptées sur son ordinateur. Tout est brouillé, manipulé, c'est comme s'il savait qu'on le suivait. C'est exactement ce qu'il fait, répondit Matteo en tournant autour du bureau, les yeux perçants. Mais personne n'est parfait. Chaque réseau a une faille. Et nous allons la trouver. Leurs recherches les menèrent à un hôtel luxueux en centre-ville. Un indice avait révélé que Gérard y avait réservé une suite sous un pseudonyme pour rencontrer certains intermédiaires. Jules sentit son cœur se serrer, il s'agissait d'une confrontation directe. « On y va ?» demanda Jules, hésitant. « Oui, » dit Matteo. « Mais il faudra rester discret. Chaque mouvement doit être calculé. » Ils arrivèrent à l'hôtel à la tombée de la nuit. Matteo les guida par des couloirs moins fréquentés jusqu'à une salle de service qui donnait sur les ascenseurs menant aux suites privées. « On regarde d'ici », dit Matteo en installant un petit dispositif d'écoute. « Et surtout, reste calme. » À travers l'écran de l'appareil, ils virent Gérard pour la première fois depuis le piège du banc. Son visage était froid, autoritaire, le regard dur. Il parlait à voix basse, mais chaque mot filtrait. Assurez-vous que Martel ne se doute de rien, sinon, tout sera terminé pour lui. Jules sentit une colère froide monter en lui. Cet homme avait orchestré sa mort avec minutie et cruauté. C'est lui, murmura Jules. C'est l'homme qui voulait ma vie. Oui, dit Matteo. Et maintenant, il va comprendre qu'il n'est plus invisible. Ils restèrent à observer, notant les détails de ses complices, les mots, les gestes, chaque élément qui pourrait les aider à remonter jusqu'à lui. Soudain, un des hommes sembla les repérer par un reflet dans une vitre. Jules sentit son cœur s'emballer. On doit partir avant qu'il ne nous voie, souffla Matteo. Ils se retirèrent dans l'ombre, mais Jules avait maintenant une certitude, Gérard n'était plus un nom dans un document. C'était un ennemi réel, dangereux et calculateur. Et il savait que leur prochaine rencontre serait inévitable. On sait maintenant qui il est, dit Matteo en refermant le dispositif. Et croyez-moi, chaque erreur qu'il fera à partir d'aujourd'hui nous rapproche de lui. Jules serra les poings. La peur avait disparu, remplacée par une détermination féroce, il n'était plus une victime. Il allait se battre, comprendre le plan de Gérard et riposter, coûte que coûte. Alors, murmura Jules, qu'attendons-nous ? Que le jeu commence. Et dans l'ombre de l'hôtel, un regard attentif suivait déjà chacun de leurs mouvements. Gérard savait qu'ils approchaient. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que cette fois, ses proies n'étaient pas seules. La nuit était lourde et silencieuse lorsque Jules et Matteo approchèrent de l'entrepôt où un des lieutenants de R. Gérard était censé les attendre. Les lumières de la ville brillaient au loin, mais ici, l'obscurité était totale, troublée seulement par le clapotis de la pluie sur le toit métallique. On reste sur nos gardes, dit Matteo en vérifiant ses poches. Ce type est armé et rusé. Il sait qu'on approche. Jules acquiesça, le cœur battant. Chaque pas semblait résonner dans la nuit, chaque souffle trahissait leur présence. Matteo glissa un regard à Jules. Souviens-toi, on observe d'abord, on agit ensuite. Pas de précipitation. Ils se faufilèrent derrière un mur de l'entrepôt et aperçurent 3 hommes autour d'une table. L'un d'eux, visiblement le lieutenant, examinait des documents et des photos du quotidien de Jules. On sait qui c'est, murmura Jules, le poing serré. C'est lui, celui qui a mis en place le piège du banc ? Oui, répondit Matteo, concentré. Et il va nous tester.
Soudain, un des hommes leva les yeux et sembla les voir par un reflet sur la vitre. Le lieutenant se leva brusquement. Et qui va là? Matteo attrapa Jules et le tira derrière un conteneur. Des coups de feu sifflèrent dans l'air, et Jules sentit la peur remonter instantanément. La pluie masquait le bruit des pas, mais les balles frôlaient le métal autour d'eux. « Courez !» cria Matteo, tout en tirant Jules vers une sortie latérale. Ils se jetèrent dans l'ombre d'une ruelle adjacente, haletants mais vivants. Le lieutenant, furieux, ordonna à ses hommes de les poursuivre, mais Matteo avait anticipé leurs mouvements. Il utilisa un petit dispositif qu'il avait préparé pour brouiller les communications et faire croire à un embuscade invisible. « Ça les ralentira », dit Matteo en reprenant son souffle. « Mais pas pour longtemps. On doit maintenant analyser ce qu'on a vu. » Jules, les yeux encore écarquillés par l'adrénaline, examina ses mains. C'était trop près, trop dangereux. « Exactement, » dit Matteo. « Et c'est pour ça qu'on doit rester un pas devant eux. Chaque mouvement, chaque indice compte. » Ils se réfugièrent dans un petit appartement sécurisé que Jules possédait en ville. Matteo posa les documents et photos qu'ils avaient récupérés sur la table. Voilà notre première preuve tangible contre Gérard. Son lieutenant n'a rien pu cacher, et maintenant, nous savons comment il agit et quels moyens il utilise. Jules sentit une rage froide l'envahir, chaque détail, chaque manipulation, chaque tentative de meurtre, tout cela avait été prémédité. Alors, dit-il, qu'est-ce qu'on attend pour frapper là où ça fait mal? Pas encore, répondit Matteo. On accumule les preuves, on prépare le terrain. Quand nous frapperons, ce sera précis et irréversible. Et cette fois, ils sauront qu'ils ont affaire à deux adversaires déterminés. La pluie continuait de tomber, mais pour Jules, le frisson de la peur se transformait lentement en une stratégie glaciale, il n'était plus seulement un millionnaire victime. Il était un homme prêt à riposter. Et dans l'ombre, le lieutenant de Gérard se préparait à leur prochaine rencontre, certain que cette fois, il tomberait dans son piège. Les jours suivants furent une course contre la montre. Grâce aux informations glanées lors de la confrontation avec le lieutenant, Jules et Matteo purent retracer les mouvements de R. Gérard et découvrir l'emplacement de son quartier général temporaire, un ancien manoir isolé à la périphérie de la ville, entouré de forêts et de caméras de surveillance. Voilà le cœur de la bête, murmura Matteo en observant le manoir à travers des jumelles depuis une colline voisine. Chaque mouvement ici est calculé. Il sait que nous le cherchons. Et maintenant, demanda Jules, la voix tendue. On y va? On entre par le côté, dit Matteo. Pas d'erreur, pas de précipitation. On sait ce qu'il veut faire, et on doit l'arrêter avant qu'il frappe. Ils descendirent silencieusement vers le manoir, utilisant les ombres et la nuit comme couverture. Chaque bruit de la forêt, chaque craquement de branches, faisait monter la tension. Jules sentait son cœur battre à tout rompre, mais sa détermination ne fléchissait pas, il devait affronter celui qui avait tenté de le tuer. À l'intérieur, Gérard était en pleine conversation avec ses complices, un plan complexe de manipulation et de vengeance sur Jules étalé devant lui. « Il tombera dans notre piège demain, » dit-il. « Et cette fois, il n'y aura pas d'échappatoire. » Matteo chuchota à Jules. « Il prévoit quelque chose de grand. On doit agir avant qu'il n'ait le temps de finaliser ses préparatifs. » Ils se faufilèrent à l'intérieur du manoir, utilisant une entrée secondaire. Les couloirs étaient sombres et silencieux, chaque pas résonnant comme un écho funeste. Puis, dans une pièce éclairée par un lampadaire, ils aperçurent Gérard. Son visage était dur, froid, presque cruel. « Je vous attendais, » dit-il d'une voix glaciale, semblant les deviner. « Vous pensiez vraiment pouvoir me traquer sans conséquence? » Jules, le souffle court mais les yeux brillants de détermination, répondit. « Vous avez sous-estimé une chose, vous ne connaissez pas mon allié. Et cette fois, c'est moi qui contrôle la situation. » Matteo s'avança calmement, son regard perçant fixé sur Gérard. « Chaque mouvement, chaque plan que vous avez élaboré, nous les avons anticipés. Votre jeu est terminé. » Gérard sourit, mais ce sourire était froid, sans joie. « Vous croyez avoir gagné, mais vous ne voyez qu'une partie du tableau. » Soudain, les complices de Gérard se levèrent pour les encercler, mais Matteo, avec une précision glaciale,
utilisa un petit dispositif pour neutraliser temporairement leur communication et lumière, créant un chaos contrôlé. Jules et Matteo purent se déplacer, désarmant certains hommes et neutralisant les autres avec intelligence et rapidité. Maintenant, dit Matteo à Jules, nous allons confronter le cerveau. Pas de distraction, pas d'erreur. Ils arrivèrent enfin face à Gérard, seul, dos au mur, ses yeux révélant à la fois colère et étonnement. Vous êtes plus dangereux que je ne le pensais, murmura-t-il. Jules, reprenant son souffle mais déterminé, répondit. Et vous pensiez pouvoir me contrôler, me manipuler, mais tout s'arrête ici. Gérard se rendit compte que sa position était compromise, son plan, ses complices, tout avait été déjoué. Et pour la première fois, il ressentit la peur de l'échec. Matteo ajouta. C'est fini, Gérard. Vous ne jouerez plus avec la vie des autres. Et dans l'ombre du manoir, la tension monta à son paroxysme, la confrontation finale approchait, et l'issue dépendrait de leur courage et de leur stratégie. Le manoir était plongé dans un silence pesant. Jules et Matteo faisaient face à R. Gérard, chacun des trois hommes conscients que la moindre erreur pouvait être fatale. L'air semblait chargé d'électricité, chaque respiration amplifiant la tension. Alors, dit Gérard, sarcastique, vous pensez vraiment m'avoir arrêté ? Oui, répondit Jules, la voix ferme. Vous avez sous-estimé ma vigilance, et mon allié. Matteo avança lentement, ses yeux fixés sur Gérard. Chaque mouvement que vous avez fait, chaque piège que vous avez tendu, nous les avons anticipés. Vous avez pensé être invisible, mais cette fois, c'est vous qui êtes exposé. Gérard se mit à rire, un rire froid, mais les coups de feu de ses complices neutralisés plus tôt avaient brisé son illusion de contrôle. Il savait qu'il n'avait plus de plan B. Alors, c'est la fin, murmura-t-il, réalisant l'étendue de son échec. Jules s'avança, chaque pas affirmant sa détermination. Vous avez manipulé ma vie, essayé de me tuer, de me contrôler. Mais tout cela se termine ici. Vous serez jugé pour vos crimes et vos tentatives de meurtre. Gérard recula, cherchant une échappatoire, mais Matteo le coupa, ferme et déterminé. Il n'y a pas d'échappatoire cette fois. Vous avez sous-estimé deux choses, la perspicacité et le courage. Les forces de police, alertées en secret par Jules et Matteo grâce aux preuves accumulées, firent irruption dans le manoir. Gérard, réalisant qu'il était complètement encerclé, comprit qu'il ne pouvait plus rien faire. Les menottes scellèrent son destin, et pour la première fois depuis le début de sa vendetta, il fut totalement impuissant. Jules, haletant mais soulagé, tourna les yeux vers Matteo. On l'a fait. Il ne fera plus de mal à personne. Pas encore tout à fait, répondit Matteo, un sourire discret sur les lèvres. Mais sa liberté est terminée, et c'est tout ce qui compte. Dans les jours qui suivirent, les médias relatèrent l'arrestation spectaculaire de R. Gérard et de ses complices. Jules devint non seulement l'homme sauvé, mais aussi l'homme qui avait déjoué un réseau de vengeance et de corruption. Pour Matteo, la reconnaissance était moins importante que la satisfaction de voir justice rendue. Leur alliance improbable, un millionnaire et un sans-abri, avait permis de déjouer un complot mortel et de restaurer la sécurité. Quelques semaines plus tard, Jules invita Matteo à son bureau, cette fois sans tension, sans peur. Vous savez, dit Jules, je ne vous remercierai jamais assez. Sans vous, je ne serais probablement plus là. Ce n'est pas une question de remerciement, répondit Matteo. C'était juste, nécessaire. Et je suppose que parfois, les alliances improbables sont les plus fortes. Jules sourit. Pour la première fois depuis le début de cette épreuve, il se sentit libre, mais aussi profondément changé. Il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Mais cette fois, il était prêt. Et dans les rues de la ville, sous la lumière de l'aube, un millionnaire et un sans-abri marchaient côte à côte, conscients que, parfois, le courage et la vigilance peuvent renverser même les plans les plus machiavéliques. Le piège avait été déjoué, le cerveau arrêté, et la justice avait triomphé.